Tout à l'heure, en off, tu me disais, mais c'est pas moi dessus. À ce qui paraît, ce n'est pas toi sur... Lui, c'est Damien Boisseau. Il est notamment connu aux oreilles du grand public pour avoir prêté sa voix à de très nombreux acteurs sur de très grands films. Dans son très grand palmarès, on peut compter des performances telles que la quasi-totalité de la carrière de Matt Damon ou celle de Edward Norton. S'ajoutent également des acteurs comme Gasper Van Dien, Johnny Depp ou tout dernièrement Paul Rudd. Je suis donc allé à la rencontre de ce comédien et quoi de mieux de faire cette discussion que d'être dans une salle de cinéma. Nous avons donc abordé à travers quelques extraits quelques rôles emblématiques, ses questionnements ou son recul par rapport aux conditions de travail de son métier. Et bien évidemment, parler de cinéma. Je tenais à remercier également le Forum des Images de nous avoir prêté ce lieu et maintenant, place à l'interview. On en parlait un peu tout à l'heure, c'est quand on regarde ta fiche Wikipédia, ton CV et tout ça, ça serait impossible de parler de tout même en 3 heures. C'est impossible. Donc en fait, là, on est ici, dans une salle de cinéma, et ben on va regarder des films. Avec plaisir, j'adore ça. On va regarder des films, en plus que t'as doublé. Donc c'est cool quand même. Bah ouais. T'aimes bien aller au cinéma, un peu? Ouais, j'aime bien, ouais. C'est pas le dernier film que t'as vu? Ah bah si, j'ai été voir Dune numéro 2. Et alors, c'était? Ah bah moi j'ai bien aimé. J'ai préféré le 1, je crois. C'est marrant, je sais pas pourquoi. J'y allais beaucoup quand j'étais plus jeune, et j'y vais beaucoup moins, mais ça va revenir. Justement, après, quand on vieillit, on y retourne, c'est ça. Et peut-être même après avoir vu tous les extraits que tu vas voir, peut-être tu vas dire, je vais peut-être y retourner encore plus. Ça Donc on va marche. commencer avec l'extrait 1 d'un film qui est sorti en 1982, pas très connu, qui s'appelle E.T. Ah oui, bah oui, bien sûr. E.T. l'extraterrestre. E.T. l'extraterrestre. Donc là, évidemment, c'est Franck Bogin qui fait mon frère. T'avais l'image pendant le film? Ah ouais, pendant bien sûr. Le doublage? Ah ouais, c'était comme ça à l'époque. C'était tourné dans l'ordre, les scènes? Non, je pense pas. Je pense qu'il y avait quand même... Non, il y avait un plan de travail, mais relativement dans l'ordre, je pense. C'est-à-dire que t'avais quand même le temps de bien préparer le personnage un peu, ou par rapport à l'époque? Là, je me souviens plus exactement. Alors là, c'est ma cousine qui double Fabienne Godel. Alors ça, c'est écrit ou c'est écrit de Drew Barrymore? C'est possible que ça soit les siens. Non, ça doit être Drew Barrymore, je pense. Et là, c'est Arlette Thomas. Comment tu t'es retrouvé sur ce doublage justement de E.T.? Jenny Gérard me connaissait bien. Alors, c'est pas Jenny qui a dirigé ce film, c'est donc Michel Gast. Je me souviens très bien de Jenny qui avait dit à ma mère, c'est Michel Gast qui va s'occuper d'un film avec des enfants. Il n'est pas très à l'aise avec les enfants, c'est pas toujours facile, mais voilà, je me souviens très bien de ça, c'est drôle. Je me souviens pas de tout exactement. Est-ce que j'ai passé un essai ou pas? Je ne me souviens pas. Et en tout cas, tu me demandais, est-ce que à l'époque, oui, l'image, on avait une image parfaite. Okay. On était au cinéma quand on doublait. Bon, on avait des studios qui étaient grands comme cette salle de cinéma. Rien à voir avec les conditions qu'on nous donne aujourd'hui. C'est une scène assez traumatisante d'ailleurs. Ah ouais, je la connais très bien. Ouais. Quel film incroyable quand je réfléchis. Je pense que quand t'es enfant, c'est très instinctif. Pas comme quand t'es adulte et que tu prépares, tu réfléchis à beaucoup de choses. Enfant, tout ça est instinctif, je pense. Hein. Donc tu rentres dans le film ou tu rentres pas, tu rentres dans le personnage ou tu rentres pas. Mais moi, je dois dire que le doublage, j'ai toujours trouvé qu'à partir du moment où t'es touché par ce qui se passe en VO, tout ça, c'est source de nourriture pour toi. Enfin, t'es dans la scène, quoi. T'es dans un studio, il fait noir, t'es en train de jouer cette scène. Tu la joues après avec les critères techniques qui sont celles de la lecture, de la rythmo, tout ça et tout, mais t'as l'impression d'être dans le film, t'es impliqué, quoi. Il y a quelque chose de... Voilà. On va avancer un petit peu dans ta boxographie. Un film qui est sorti dans les années 90, qui s'appelle The Faculty. Un film assez culte. Je sais pas si on t'en parle énormément. Non, pas très souvent. Moi, je suis de la génération 90, donc j'ai grandi un peu avec ce film. C'était même le scénariste de Scream, si je dis pas de bêtises. Tu doubles Josh Hartnett. Ouais, j'aimais beaucoup ce personnage. Il m'a pas mal plu. C'est un film qui a été dirigé par Michel Dorin. Ça vous tente? Capote. C'est ma plus grande taille. À une époque, ça m'aurait dérangé, puis après, en vieillissant, ça m'a beaucoup plu qu'on me file des mecs un peu caïds, un peu mauvais garçons, un peu cow-boy. J'aimais beaucoup doubler ça. C'est vrai que dans ceux que tu doubles, en général, c'est plus des jeunes premiers. Ouais, on m'a filé beaucoup de jeunes premiers, des même héros. Même si Edward Norton, c'est pas vraiment un jeune premier. Non, pas vraiment. Mais là, après, à un moment, on a commencé à me donner les mauvais garçons, enfin les mecs un peu... C'est pas que c'est un mauvais garçon, c'est juste que c'est un roublard. C'est un ado. Ouais, mais ça m'avait beaucoup plu. Voilà, on remonte encore un petit peu le temps avec un film qui me semble qui est sorti en 83 ou 84 qui s'appelle L'Histoire sans fin. Oui. C'était comme avec E.T. et les Goonies, c'était en famille. Oui, c'est un film aussi en famille parce qu'il y a mon petit frère qui double l'autre acteur. C'est ça. Et moi, je double Atreyu et lui, il double l'enfant, j'oublie comment il s'appelait. Alors, on va mettre une scène qui a traumatisé Ah oui, je vois très bien quelle scène c'est. Et alors, je me souviens très bien, pour l'anecdote, Jenny m'avait dit « Tu verras, Damien, c'est pas un gentil garçon. Enfin, un gentil garçon, il faudrait que là, c'est un guerrier, tout ça, il faudrait que tu fasses autre chose. » Et je me souviens que j'avais eu du mal à faire la toute première scène d'Atreyu où il arrive au milieu des gens, il dit « C'est moi le guerrier, qu'est-ce que vous voulez ?»
Oui, alors, non. Mais bah... Oui, elle a traumatisé beaucoup de gens. Peut-être toi aussi d'ailleurs. Bah, peut-être à l'époque. On est d'accord, hein, c'est traumatisme. Hein, on est... Mais bon, le gamin est exceptionnel en VO, hein, donc après nous... mais je te dis encore, c'est pareil, c'est instinctif, tu y vas. Je ne sais pas combien de fois je l'ai faite. Mais tu vois, là, je réécoute ça et je me dis, bon, bah oui, c'est pas mal, mais je trouve ça, si je devais m'auto-critiquer, je pense que c'est moins puissant que... Non, c'est marrant, c'est peut-être moi avec le retour. Qu'au moment où je faisais E.T., tu vois, c'est drôle. Quand tu commences à vieillir et que tu deviens ado, tu commences à avoir un retour sur toi, tu commences à te juger. Quand tu es enfant, tu ne te juges pas. Et c'est à partir du moment où tu commences à te juger que tu commences à te... Ah oui, à te dire... à te mettre des bâtons dans les roues et toutes les choses ne viennent pas... Et puis après, une fois que tu es adulte, tu es passé dans autre chose. Effectivement, en fait, ça fait déjà là 2 films que je compte où tu nous as tous fait pleurer. E.T., là, celui-là... quel est le prochain? En plus, c'est ça, c'est toujours un truc où... c'est un truc assez horrible. E.T., la fin, je pense que personne s'en est remis de la fin de E.T., même si ça finit bien. Oui, ça finit bien. Ça finit bien, mais c'est triste. Ah bah, c'est terrible. Mais est-ce que tu avais vu qu'ils avaient refait une espèce de publicité? Oui, je l'ai vu. Quelqu'un me l'a envoyé, oui, et c'est assez marrant avec lui. Et lui plus grand qui revient et tout. Et alors lui, cet acteur, Henri Thomas, je l'ai doublé un petit peu, mais pas tant que ça, et je pense pas qu'il ait eu une carrière si... Non, malheureusement, non. Là, dernièrement, il a été dans la série de Mike Flanagan, là, qui s'appelle The Haunting of Hill House, mais je sais pas qui le double. Des fois, le petit clin d'œil fait toujours plaisir. Là, un acteur que tu as doublé, je crois, 3-4 fois. Le premier film que tu as doublé avec lui, c'était Ed Wood. Donc c'est très bien. Sauf que là, je voulais plus parler de Charlie à chocolaterie, même si on pourra parler un peu d'Ed Wood, parce que je trouve qu'en plus, personnellement, c'est un des meilleurs films de Tim Burton. J'étais un peu surpris qu'on me donne Johnny Depp à doubler à l'époque, parce que je me trouvais vraiment très jeune par rapport à lui, mais bon, voilà, le travail sur Ed Wood a été fait. Et après, je l'ai redoublé dans d'autres trucs. Après, on a voulu me le... Donnie Brasco. Oui, Donnie Brasco, ça c'était chez Marcadet. Ah, ça c'était Génie, hein. Ça c'est Génie. C'est dirigé par Génie Gérard. Alors, ça se rentend avec le cast aussi, quand t'entends le casting un peu à côté, parce que tu le prends pas du tout comme tu fais Edward Norton ou un Matt Damon. Là, et parce que lui, il fait une composition aussi, il joue comme ça, hein. Il joue en haut. Il joue c'est lui qui fait. C'est un acteur que t'aimes bien comme Johnny Depp doublé? Alors justement, c'était très particulier. Non, j'ai toujours trouvé que j'étais trop jeune par rapport à lui. Et là, c'est une composition, parce que moi, j'ai une voix qui n'est pas si grave que ça. Bon, maintenant, en prenant de l'âge, elle s'aggrave un peu, mais j'ai une voix plutôt légère. Et lui, suivant les rôles, il a une voix qui est pas de... Voilà, c'est Hervé Ikovic qui a dirigé Ed Wood. C'était avant que Bruno Choel devienne sa voix... titré entre guillemets, il commence à le doubler un peu. Un petit peu, parce que ça, dans ses premiers, Bruno Choel, ça a été sur Sleepy Hollow. Et après, j'avais passé des essais sur Sleepy Hollow et j'ai pas été choisi. C'est là où Bruno a dû commencer. Je crois sur Johnny Depp, ça devait être dans ces eaux-là, parce qu'après il l'a fait sur Les Pirates. Mais bon, beaucoup de gens l'avaient doublé. Johnny Depp, Curtil l'a doublé, Jean-Pierre Miquel l'a doublé. C'est vrai. Plein de gens l'ont doublé. Et moi j'étais un peu déstabilisé par et j'étais pas en confiance et donc donc les gens du coup se disaient il veut pas le doubler, on va pas le doubler. Donc c'est arrivé, c'est vrai. Là, c'est pareil, il y a eu un moment où il a fallu que j'étais toujours un peu pas sûr de moi, puis après une fois que je vois que ça marche, je me suis assez amusé sur ce... Ouais, non mais ça s'entend. T'as des répliques un peu qui te reviennent là comme ça, que t'avais de lui? Je me souviens qu'il lui dit à un moment, il dit mais tout ce qui est là est comestible? Il dit bien sûr que c'est comestible, comme nous. Mais nous, ça s'appelle du cannibalisme. On retourne un peu dans le temps. Ouais. En 99, pareil, ça c'était une grosse année. Bon, t'as vu American History X, que là, j'aimerais bien aimer en parler, mais je pense que YouTube, il me tombe dessus sur n'importe quel truc, parce que bon, on va pas dire que tu dis des trucs très sympathiques. Mais justement, je vais plus parler de Fight Club. Film culte de toute une génération, ça. C'est aussi Gérard Cohen qui m'a fait doubler un jour Edward Norton dans Tout le monde des I Love You de Woody Allen, et après, à la suite de ça, je l'ai gardé, souvent sur essai, j'ai été pris, et là, Fight Club, a priori, au départ, je pense c'est Jean-Pierre Dora qui a dirigé ce film, je pense qu'il ne pensait pas que j'étais forcément à la hauteur pour le doubler, et on m'a fait faire le film annonce, qui a servi, je crois, je pense que ça a servi d'essai, et quand j'ai commencé le doublage de Fight Club, il y avait un monde fou sur le plateau, il y avait une pression... Non mais j'avais jamais vu autant de monde. Je pense que tout le monde auscultait pour voir si j'étais capable de doubler cet acteur ou pas. J'ai envie de dire que parfois il y a des tournants, mais une fois que les gens ont dit putain, sans gros mots évidemment, il a doublé Fight Club Norton, j'ai l'impression que tu changes de catégorie. Là. C'est Philippe Catoire. C'est Philippe Catoire, on dirait, oui. Oui, c'est Catoire. Je crois qu'on a vu un Brad Pitt là, en subliminal. Ah c'est vrai? Je le sais pas du tout. On le voit en subliminal? Ah oui, d'accord. On le voit plusieurs fois. Tu vois, tu me l'apprends. Alors là par contre, j'ai dû le faire pratiquement dans l'ordre. On a commencé par les voix off, toutes les voix off. C'est là où il y avait un monde fou sur le plateau.
Ça, on doit t'en parler tout le temps de Fight Club. On a parlé énormément à une époque. Je te cache pas que maintenant, on m'en parle un petit peu moins. Parce que je pense que ça commence à être un vieux film. Ouais. Mais, 99, putain, ouais. déjà. Mais on a beaucoup parlé. Ouais. Jean-Pierre Dora est très bien dirigé dans ce film. Il m'a donné plein de trucs. Et parfois, tu sais, quand tu as l'habitude, tu diriges, mais on te donne pas forcément des clés. Et lui, il m'a donné quelques clés, je me souviens très bien. Mais là, normalement, si tu regardes bien, tu auras un Brad Pitt qui va apparaître, ouais. Ah oui, ouais. Là il est apparu. Ouais, ce qui est dingue, c'est que pendant qu'on a enregistré ce film, j'ai aucune personne, alors qu'on passe 15 fois sur les scènes, tu vois, on n'a jamais fait gaffe à ce truc-là, quoi. Peut-être qu'ils les avaient pas mis à l'époque. Ah, peut-être, hein. Peut-être pour justement. C'est marrant, ça me dit rien. Peut-être qu'ils les avaient pas mis à l'époque pour pas spoil ou un truc comme ça, ou peut-être que ça a été rajouté à la dernière minute. Parce qu'on l'aurait vu, ça, c'est pas possible. Après, le film, quand il est sorti, effectivement, il n'a pas énormément marché. Il a plus marché que le marché de la vidéo, les rediffusions, parce que David Fincher, c'était pas le réalisateur qu'on connaît aujourd'hui. Ça l'a lancé. On pourra en parler des heures, parce que tellement il y a énormément de... Pour moi, oui, ça a été un des rôles à doubler les plus importants. Voilà. Mais après, tu sais, quand tu doubles les acteurs, il y en a certains pour qui tu as un feeling, ça correspond. Quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que tu comprends ce qu'ils font, tu t'éclates à le faire. Enfin, et puis d'autres sur qui c'est moins facile. Et donc, voilà. Mais bon, ça, c'est des choses perso. Mais il m'a fait quand même, il m'a fait peur dans plein de rôles parce qu'il est quand même, c'est un putain d'acteur, quoi. Donc. Bon, ça remonte déjà il y a 10 ans le film Birdman. Ouais. Birdman, c'était assez fou parce qu'en plus, c'était Norton qui il se moque un peu de lui-même. Ouais. On va passer à un autre extrait où là, tout à l'heure en off, tu me disais. Mais c'est pas moi dessus. À ce qui paraît, ce n'est pas toi sur l'Empire du Soleil. En tout cas, c'est pas moi sur Christian Bale. Sur Christian Bale. Il m'a fait donner une mangue. Moi, je te donnerai toute une salade de fruits si tu veux. Il y a des frigidaires pleins qui tombent du ciel. Bon, Michel Babinski, je le reconnais tout de suite. Oui. Bon, c'est aussi un film dirigé par Ginny Gérard, je pense. Hein. Oui. En tout cas, c'était un film de PM. C'est encore un Spielberg. En fait, si c'est marqué sur Wikipédia, c'est une erreur. Donc, je rends hommage à mon petit frère qui s'appelle Guillaume. On est 3 frères. Voilà, on a tous les 3 travaillé dans le cinéma et on s'est retrouvés dans le doublage. Mon grand frère qui s'appelle Arnaud en a fait moins. Il a arrêté plus rapidement. Mon petit frère en a fait beaucoup. Et on a fait beaucoup de films à 2 où souvent je faisais le grand frère, il faisait le petit frère. Donc, dans l'Histoire sans fin, je faisais Atreyu et lui, il doublait le petit garçon. Dont le nom m'échappe là, le personnage dans l'histoire. Voilà. Bastien. Donc là, c'est mon petit frère. Ah oui, mais non, en y repensant, mais en écoutant. Pourtant, le film. Et il a, donc après, est-ce que je dois le dire maintenant ou pas, il a doublé aussi dans les Goonies. Donc, dans les Goonies, ouais. Voilà, il double Choco. Après E.T., je me souviens que j'ai doublé un film qui s'appelait Besoin d'amour. C'était le même acteur, c'était Henri Thomas. C'est là où j'ai rencontré Georges Aminel qui doublait le père. C'était un film dirigé par Barclay, Jacques Barclay. Okay. Besoin d'amour, ça s'appelait. Dans le film, Henri Thomas a un petit frère et mon petit frère doublait le petit frère. Georges Aminel, c'est la voix notamment effectivement de James Earl Jones dans les Star Wars. Absolument. Dans l'Histoire sans fin, effectivement, c'est lui qui fait le dragon. C'est là. Alors je me demande, il faudrait revenir dans l'ordre. Est-ce que j'ai doublé l'Histoire sans fin avant Besoin d'amour ou en même temps? Tout ça, c'est à peu près, ça tient dans un mouchoir de poche. Mais donc, j'ai doublé 2 fois avec Georges Aminel, c'est grand souvenir. On avance un petit peu en 1997 avec un acteur, pareil, lui qui a une carrière qui est assez bizarre, parce que qui est considéré comme un film culte, qui s'appelle Starship Troopers. Ah ouais. Gasper Van Dien. Est-ce que j'ai passé des essais? C'est quand même très bizarre parce que ce gars, il a fait Starship Troopers, après il a fait Starship Troopers 2 ou 3, je sais plus, enfin, c'est très bizarre. Alors je l'ai doublé dans énormément de téléfilms, il a fait beaucoup de téléfilms de 3e ordre, j'ai envie de dire, de trucs... Là, je l'ai redoublé dernièrement dans une série où il fait le père, il a vieilli, hein, comme moi. Ouais. Je pense que j'ai mieux vieilli que lui, j'ai l'impression, mais là, ça me faisait marrer, parce qu'à l'époque, on se disait, c'est vraiment le type qui a été pris pour la pub de rasage. Ouais. Moi, les hommes, je me rase. Donc c'était vraiment un acteur, on avait l'impression que c'était... Bon, voilà. Mais on dirait que c'est... On dirait... J'ai l'impression que c'est Patrick Mess, on dirait. Oui, je crois qu'on dirait Patrick, ouais. C'était un film où il y avait aussi, pas de la pression, je dirais pas ça, mais c'est un film dirigé par Michel Derain. Il y avait la superviseuse qui était là, du distributeur, et ils étaient assez durs. Ils n'ont pas hésité. De temps en temps, ils changeaient des acteurs. Moi, je pense que j'ai été sur la sellette à un moment. Tu vois, ils voulaient changer ouais, bien sûr, j'en suis sûr et certain. Mais justement, je voulais faire une petite parenthèse aussi parce que Gasper Van Dien, qui a fait beaucoup effectivement de films, téléfilms un peu. C'est fou et tout. Un film qui est sorti dans les années 2000, je sais pas même pas si tu t'en souviens, qui s'appelle Alien vs Predator Requiem. Dedans, en fait, t'as un casting doublage. Ouais. Mais franchement, 5 étoiles. Ouais. T'as Thierry Desroses, il y a toi, il y a Sylvie Jacob. Si, je vois très bien ce que c'est, je me souviens. Et je me dis, mais comment en fait ça se fait qu'effectivement, sur ce type de film, là, on mette un casting vraiment 5 étoiles
de comédien? Parce que c'est quand même assez fou, parce que le film... Parce que je me souviens que j'ai un tout petit rôle, hein, je meurs assez vite, moi. Je me fais bouffer. Ouais. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand tu commences à avoir une voix trop connue, après, les distributeurs ou les clients veulent pas t'entendre sur des petits rôles ou des choses comme ça. Ça arrive parfois, parce qu'ils se disent, bah non, ça va... Enfin, je sais pas, voilà, il y a un truc un peu comme ça. Bon, voilà. D'abord, on veut t'entendre que sur les gens sur lesquels on a tendance à vouloir t'entendre. Donc ça a porté préjudice à beaucoup de voix très typées. Hein. Enfin, très typées, je dis ça parce que moi je pense que j'ai une voix un tout petit peu plus neutre. Plus on vieillit, moins on peut se cacher, je crois. On est moins neutre. Là, en fait, le film, tu prends vraiment plaisir à le regarder encore plus parce qu'en plus, il y a des voix que tu reconnais. Et en plus, ça sent que vous vous éclatez dessus. C'est pour ça que je regrette que depuis cette histoire de Covid et même avec les méthodes modernes, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais on nous fait enregistrer de plus en plus seuls. Bon, moi je trouve que ça perd énormément de charme parce que quand on est tous ensemble, il y a un effet pour si les gens s'entendent bien, je sais pas comment dire, il y a un effet de troupe, quoi. Il y a une atmosphère j'ai envie de dire de fête entre guillemets, ça n'empêche pas de bien travailler, hein, mais il y a quelque chose, voilà, c'est hyper sympa. Puis les comédiens peuvent se donner des conseils entre eux aussi, quoi. On avance 10 ans plus tard. Avec un film qui s'appelle Les Infiltrés. Pareil, casting 5 étoiles. Parce qu'il y a Viteka j'imagine, sur DiCaprio, et puis il y a Jean-Pierre Moulin sur Nicholson. Bruno Choel aussi sur Mark Wahlberg. Ah oui, tout à fait. Il me semble il y a Bernard Lano sur... C'est bien possible. En fait, il y a vraiment tous les comédiens qu'on leur voit. Donc ça fait plaisir. Bon. De la part d'Hervé Kovic. C'est que des punchlines, le film, c'est comme ça. Pendant longtemps, je passais des essais, puis j'ai été choisi régulièrement. J'ai même été choisi, je me souviens très bien, sur La Légende de Bagger Vance. C'est un film avec Will Smith, et c'est le réalisateur qui a choisi les voix. On a passé des essais, ça, c'est bien, ça. Dirigé par Jean-Pierre Dora aussi. Les essais sont partis aux États-Unis, et c'est le réalisateur, et non moins acteur très connu, qui chuchote à l'oreille des chevaux. Là. Robert Redford. Voilà, c'est Redford. Ouais. C'est un film de Robert Redford. Robert Redford a choisi les voix lui-même. Et je me souviens que Jean-Pierre Dora m'avait dit, tiens, regarde Damien, je vais te montrer un truc. Et il y avait le rapport de Redford qui disait, ce comédien n'a pas parfaitement le même timbre que Matt Damon, mais il a compris parfaitement le rôle, il correspond le mieux. Un truc très sympa Enfin, il avait fait son choix, mais bon, voilà. Et Jean-Pierre me l'avait montré. Non, mais ça, il y en a. Scorsese, en général, choisit ses films quand il y a du DiCaprio, il veut que ce soit Viteka dessus, même si maintenant, ils alternent un petit peu entre Damien Ferret et Damien Viteka. Donc ça, comme c'est... Ça, c'est quand même cool. Alors en même temps, parfois, ils sont un peu déconnectés de ce que c'est que le doublage. Là, je pense que c'est des grands réalisateurs qui ont envie d'avoir, je ne sais pas, mais parfois, tu sais, pour les Américains, le doublage, oui, Kubrick, par exemple, lui, s'occupait des doublages et on sait ce que ça alors parce qu'ils veulent absolument pas... Ah ouais. Sur Shining, il n'avait pas pris Jean-Pierre Moulin. Il a pris oui, mais à l'époque, est-ce que Jean-Pierre Moulin doublait déjà Nicholson beaucoup? Oui, il avait doublé sur Vol au-dessus d'un nid de coucou et des autres films. Il voulait des stars françaises. Il voulait des comédiens de théâtre, mais voilà, que de théâtre. Voilà. Donc après, effectivement, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. On reste un petit peu sur Matt Damon avec petit extrait de Seul sur Mars. Ouais. Ça, j'ai adoré doubler ce film. Alors pour l'anecdote, comme il y a beaucoup de voix off et il parle beaucoup et on le voit pas en fait. Et j'ai un copain qui n'a rien à voir avec qui n'est pas du tout comédien, qui m'a dit qui avait vu le film en français, qui m'a dit mais en fait t'es un vrai comédien pour donc c'est non mais bon c'est une année. Je trouve que dans l'inconscient quand même de certaines personnes, venir faire coller une voix sur la tête de quelqu'un d'autre, ce ne serait pas être comédien. Enfin, tu vois, c'est marrant, un truc comme si c'était bon. Et c'était venant de sa part, il n'y avait rien de. Il disait juste, mais en fait, j'ai réalisé que tu portes le film, entre guillemets. Ça me fait penser aussi. Enfin, porte le film, je porte pas le film, évidemment, restons modestes. J'avais été aussi interviewé une fois, alors ça avait été très intéressant. J'avais été interviewé pour un site qui était tenu par un aveugle, par un non-voyant. Et donc lui, c'était hyper intéressant l'interview, et il m'avait bien expliqué que, évidemment, d'un seul coup, que pour lui, l'acteur n'existait que dans la voix. Donc lui, il me disait, là, j'ai Matt Damon au téléphone, en fait. Il y a un truc. Puis c'est totalement par la voix. Il y a rien d'autre. Je pense que de ceux de ma génération, on est un peu comme ça. En fait, on a tellement été marqués par vos voix, par ta voix et tout ça, qu'effectivement, nous, on a un peu ce truc de, vous êtes un peu. Vous faites partie de nous, en fait. Mais ça fait partie de l'identité. Et ça marche assez bien. Là, aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance aujourd'hui, donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que moi, tu me mets un Matt Damon ou un Edward Norton, c'est pas ta voix. Ça sera VO direct. Tant mieux, je te remercie. Qu'on peut trouver sur ma page YouTube. Alors, c'est Panetier qui a dirigé ce film, Jean-Marc Panetier.
Et il avait coécrit avec quelqu'un, adapté. Ce qui était bien, c'est que sur le plateau, on pouvait modifier au fur et à mesure, parce que l'adaptateur était là, en fait, parce que c'était lui plus une amie, enfin quelqu'un avec qui il travaille. Et donc, quand il y avait un truc qui ne me venait pas, je disais, mais là, je trouve qu'on modifiait. On pouvait modifier sur le plateau, c'était vraiment pas mal du tout. Que tu as fait donc, pendant le Covid, une parodie pendant le Covid. Pour remplacer le PQ. Arracher les feuilles d'un magazine. On n'a pas trop parlé d'animation, mais il y a un film d'animation que tu as doublé il y a pas très longtemps, qui s'appelle Le Sommet des Dieux. Donc c'est même de la création de voix. Ouais, c'est de la création de voix. On va regarder l'extrait puis on en parle juste après, qui est super. Alors ce film, vraiment, il faut le voir pour ceux qui, si vous voulez. J'ai trouvé ce film absolument incroyable. Il y avait le réalisateur qui était sur le plateau, plus Céline Ronté qui dirigeait qui lui a proposé, qui a fait le casting, j'ai passé un essai. Donc le principe de la création de voix, c'est qu'il n'y a pas de dessin en fait. On travaille en fait sur les textes, sur les scripts, comme on ferait une dramatique radio, comme on ferait une répétition de théâtre, enfin je sais pas, ou une répétition pour tourner un film. Et on est dans le studio et on se donne les répliques face à face avec chacun notre micro. On a même fait parfois des mouvements. Tout le passage où il me sauve et tout, j'étais dans ses bras, il me parlait, est-ce qu'on avait un micro-cravate donc lui, il sait exactement son film, Céline, elle sait exactement aussi ce qu'il veut, et puis on travaille d'après les scénars, qu'est-ce qui se passe, scène par scène, et on fait plusieurs prises, et on joue les scènes comme on tournerait, quoi. Il y a déjà un synopsis tout est fait, lui de toute façon, il a déjà son film dans la tête, mais les dessins sont faits après, à partir des voix. C'est pas nous qui, par rapport au dessin, on se dit « Ah bah tiens, j'ai envie de faire ça sur l'image, parce que ça m'inspire ça ». Eux, c'est le dessinateur qui dit « Voilà ». C'est un autre exercice. Ouais, c'est un autre exercice. Ce qui fait qu'en plus, le film, quand il est sorti, on a été invité, je l'ai découvert en fait. Ouais. Parce que tout ce qui était, en plus, il y a peu de dialogue après sur la fin. Ah, ce film, non mais vraiment, c'est un film, mais c'est... Ouais. Et d'ailleurs, je rappelle qu'ils ont eu un César. Hein. C'est toujours bien rappelé. Ouais, ils ont eu le César du meilleur film d'animation. Moi, dès que je t'ai entendu avec Eric, j'ai fait, Fight Club. Ouais. Il y a eu ce truc. Alors, Fight Club, c'était ma découverte de Eric. C'est la première fois qu'on travaillait ensemble. Je me souviens qu'il était, quand j'avais doublé Denis Brasco chez Record Film, et on me l'a passé en VF parce que je ne sais plus pourquoi. Et c'est Eric Hersan Macarel qui fait cette petite narration de fin. Et j'avais dit, putain, mais c'est qui je ne le connaissais pas du tout. J'avais trouvé ça, d'abord, une voix absolument incroyable, et en plus, je peux pas te dire, c'est comme quelqu'un qui est photogénique et qui imprime et qui est génial à l'image. C'était super, et des années plus tard, je l'ai retrouvé sur. Mais tu vois, des fois, des gens, tu les entends sur 3 phrases et tu sais que c'est top. Non, ça marche super, ce qui peut faire un immense comédien. Donc toi, tu as fait les Goonies, ça va être le prochain extrait qu'on va regarder. Ouais. Il y avait ce truc-là dans les années 80, que justement sur les Goonies, en fait, ça match quoi. C'est une équipe de copains, enfin je veux dire, c'est les 6 compagnons, c'est le club des 5, c'est tout ça quoi. Voilà, donc Choco, c'est mon petit frère. Il y avait Raphaël Chacher qui doublait Data. Ouais. Le grand frère, Éric Baugin, c'est un frère Baugin en tout cas. J'allais dire, j'ai pas reconnu Franck, alors ça doit être Éric. Là, c'est le premier Mathias Koslowski qui doublait Bagou. Ouais, ça c'est fou quand même. C'est un de ses premiers doublages, si ce n'est peut-être le premier. C'est un film que tu revois de temps en temps? Avec plaisir, ouais. Ouais, le père, c'est Jean-Pierre Moulin, je me souviens très bien. Évidemment, Richard Darbois dans Sinoc. Et Mario Santini et Philippe Pétieux dans Les Frères. Les frères Fratellini, et la mère, j'ai oublié son nom, a été géniale. C'est un très très bon souvenir, et puis c'est des films on était sur le plateau non-stop, donc il y avait la même ambiance sur le plateau que sur le film, en fait, j'ai envie de te dire. Voilà, puis on avait le temps de faire les choses. Franchement, c'est une autre époque. On passait toute la semaine ensemble, quoi. Hein. C'était vraiment les Goonies. Bah ouais. C'est ça. J'ai un dernier extrait qui est un bonus. Ouais. Là, justement, là, c'est pas un film que tu as doublé. Ah. C'est quelque chose que tu as joué. Que tu as fait et que tu es à l'image. Et moi, j'ai quelques questions là-dessus sur le pourquoi du comment. Ah oui, très bien. Bruxelles, c'était de bonne guerre. Mais sur le coup, j'étais très très mal. Ça, je supporte pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à... Parce que c'est compliqué, ce C'est horrible, il faut être honnête. Mais personne n'a envie vraiment de faire ces trucs-là. En plus, il y a plein de comédiens du milieu qui en ont fait. Oui, mais parce que ça te fait faire un peu autre chose, donc c'est bon pour toi en tant qu'acteur. Mais la façon dont c'est fait, tout ça est compliqué. Non, parce qu'en plus, c'est quoi ça, en une prise? Non, alors moi j'avais été un peu énervé sur ce tournage parce que ça va très très vite. Le réalisateur avait passé beaucoup de temps, mes scènes elles étaient bazardées à chaque fois, il passait beaucoup de temps à doubler les filles, bon je pouvais comprendre. Et moi surtout, je trouvais ça tellement grotesque
que j'avais envie d'en faire un clown de ce mec. Et donc ça faisait marrer. Et alors, je me souviens, je jouais une scène, elle se marrait à chaque fois. Elle me disait, mais tu me fais rire. Je dis, bah écoute, le mec, il est grotesque. Bah c'est pas là, elle lui jette le chiffon à la tronche. Et là, dès que je faisais ça, ça la faisait marrer. Elle me disait, mais tu es un clown. Ça permet d'abord d'avoir, en tant qu'acteur, faut travailler si possible. Et puis ça permet à beaucoup de gagner, t'es payé correctement, quoi. Enfin, je veux dire, correctement. T'es payé en tout cas. Mais en fait, il y a une certaine fascination de ce genre de truc sur Internet, effectivement, parce qu'on sait que c'est ma joie, on connaît un peu, on sait que voilà les conditions. Le Marié elle était dessus, Virginie Ledieu elle était dessus. Ouais, bah tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu marrant. Parce que tu fais ton truc et puis comment arriver. Finalement là, quand je le regarde, je me dis c'est pas trop atroce. Non, en vrai, je l'assume, c'est totalement mon plaisir coupable. Je regarde ce genre d'émission, je l'assume, c'est dit. En tout cas, merci. Bah non, mais merci. D'abord, ça me fait toujours plaisir de. Voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. Merci encore de nous faire rêver, de nous avoir fait rêver, nous continuons encore de nous faire rêver, de faire croire que ces personnages existent à travers justement ton jeu, la voix et tout ça, et ça marche. Après, nous, on est une deuxième entité qui vient se rajouter à leur personnalité. C'est vrai, mais des fois sans ça. Moi, je pense que dans les voix, on peut faire passer énormément de charme, beaucoup de choses. On peut enrichir, tout comme on peut évidemment anéantir ou enfin rendre moins bon, mais on peut enrichir ces comédiens, bien sûr, qui sont excellents à l'image. Je trouve qu'aujourd'hui, je suis un tout petit peu désolé parce que je trouve que parfois, on pense trop que la VF doit être un plaquage de ce qui se fait en VO, comme si c'était un copier-coller, une sorte de calque transparent. Ce n'est, à mes yeux, pas du tout ça. C'est une recréation à partir d'une œuvre. Alors, une recréation, n'exagérons pas. Donc, on peut y rajouter sa patte. S'il n'y a pas d'artistique derrière un doublage, bah pour moi, ça perd beaucoup de charme. Laissons la liberté aux acteurs qui font du doublage et qui le font très bien, d'avoir des improvisations, de faire autre chose et d'enrichir le jeu de l'acteur à l'écran. Voilà, il peut se passer autre chose. À mon avis, c'est ce qui a donné de très grandes VF. Ce n'est pas un copier-coller, ce n'est pas un calque. J'appuierai sur un bouton et il parle français et après il parle anglais. Non, je le redis parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur ce que c'est une autre œuvre. Si tu veux voir, parce que souvent il y a le débat, c'est nul la VF, c'est bon. Ce débat, pour moi, n'a pas lieu d'être. Si tu veux regarder la vraie œuvre, la vraie œuvre, c'est vrai, c'est les comédiens en VO. Et s'ils parlent chinois, tu les regarderas en chinois. S'ils parlent américain, tu les parleras en américain. Mais après, quand tu regardes une VF, tu acceptes de revoir une recréation à partir d'une œuvre. Moi, c'est mon point de vue. Tout le monde ne serait peut-être pas forcément d'accord avec ce que je dis. Et il y avait beaucoup plus de liberté, je pense, dans les années 80 qu'il y en a aujourd'hui. Mais peut-être que dans 20 ans, les films qu'on double aujourd'hui seront mythiques, je ne sais pas. C'est vrai que tu en as doublé énormément de films cultes et que tu vas même, je pense, tu as peut-être doublé des films d'il y a 2 ans. Et qui effectivement seront cultes peut-être dans 20 ans. Peut-être parce qu'on est surpris de voir parfois ce qui se passe. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, Damien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on se retrouve très rapidement dans les salles sombres, sur les plateformes et tout ça, à t'entendre. Et puis ça sera un plaisir. Avec plaisir. Vous pouvez donc, j'en ai parlé, il ne se passe pas grand-chose sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez aller voir l'Instagram déjà. Il y a mon Insta, oui, bien sûr. Je suis aussi sur Facebook, voilà. Puis sur Twitter aussi, on peut me trouver. Sur X, pardon. Ça s'appelle X maintenant, oui. Voilà. Mais je communique pas énormément, mais je communique quand même quand il y a des choses. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très rapidement pour potentiellement une prochaine interview avec un prochain invité. Je ne sais pas. Peut-être, on verra bien.